Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur Qraya Fdal. Comme d'habitude, depuis début avril, on reprend nos cours de logistique comme promis. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver. Je vous remercie énormément pour les messages de relance que j'ai reçus, les messages d'encouragement pour continuer en fait cette initiative salutaire de la part du groupe Qraya Fdal et fidèle au rendez-vous comme chaque jeudi, voilà, pour reprendre nos cours logistiques pour les passionnés, les novices, les experts. On est à la séance 18 et on continue le processus transport. Le processus du transport national et international. On est à la séance 18 et on va faire bien sûr un récapitulatif puisqu'on s'est arrêté la séance du 23 juillet sur le processus général du transport international et les différents intermédiaires. On fait un récapitulatif et on y va. Beaucoup de surprises, d'informations intéressantes et importantes qu'on va démarrer à partir d'aujourd'hui pour ce processus qui va continuer jusqu'à la séance 22. Il se peut qu'on étale jusqu'à 23 ou 24 en fonction bien sûr du besoin d'échange sur certaines informations, notamment puisqu'on va s'attarder sur le transport maritime, ensuite aérien et puis bien sûr le routier. Bien, allez, let's go. On y va pour le récapitulatif, les 9 étapes, les 7 étapes plus les 2, ça fait 9. Donc les 9 étapes du transport international avec les différents, bien sûr, intermédiaires. Alors, je vous mets le schéma donc, qu'on a l'habitude de faire ensemble pour que vous puissiez me suivre comme d'habitude. Alors, on a dit, quel qu'il soit le transport international, peu importe lequel, maritime, aérien, routier ou ferroviaire à l'international, que ce soit une opération d'import ou une opération d'export, on est amené à réaliser des étapes de transport depuis le fournisseur jusqu'au client. Alors, je reprends depuis le schéma global, le voici. Depuis le schéma global, on a dit que ce soit donc quand il y a un transport international, c'est-à-dire de la part depuis un fournisseur jusqu'à un client, en passant par ces 9 étapes. Ces 9 étapes, alors on y va. Premièrement, bien sûr, l'emballage. Donc l'emballage de la marchandise. Et pourquoi je parle de 9? Parce que pour rappel aux différentes, pour rappel par rapport aux différentes séances qu'on a en fait, on a déjà discuté de ça lors des dernières séances et on les a relatées plusieurs fois parce que ce sont les étapes qui rentrent dans les incoterms, c'est-à-dire ce sont qui partagent en fait ce qui fait, ce qui paye et celui qui en est responsable entre le fournisseur et le client. Il y a 7 étapes de transport auxquelles on ajoute 2 autres étapes. Donc, bien sûr, premièrement, l'emballage. Ensuite, le préacheminement, le transport national au pays de départ. Ensuite, la formalité douanière à l'export. Suivi bien sûr, donc déclaration douanière. Suivi bien sûr du chargement du transport à l'international, donc pour le chargement du transport à l'international, soit maritime, soit aérien, routier, ferroviaire. Bien sûr, le transport international, peu importe lequel, qu'il soit un transport direct ou encore avec transbordement, on va voir tout ça après, que ce soit un transport maritime, aérien, routier, ferroviaire, etc., ou encore multimodal, combiné de modes de transport au plus. Et bien sûr avec l'étape qui est inclus, c'est l'assurance du transport international, qui prend effet depuis le pays de départ et termine au pays d'arrivée, à l'arrivée de la marchandise au pays d'arrivée. Et ensuite, l'étape qui suit, c'est le déchargement de la marchandise au pays d'arrivée, suivi des formalités douanières à l'import, plus les droits de douane et taxes, et enfin le post-acheminement. On les a détaillés comme suit dans nos dernières séances et on a bien mentionné que l'emballage et l'assurance du transport principal, ce sont les étapes qui s'ajoutent pour constituer les fameuses étapes des Incoterms, International Commercial Terms.
Après cela, on a expliqué le processus détaillé de l'ensemble de ces étapes, c'est-à-dire on est rentré à expliquer un par un et avec les différents intermédiaires de chacune d'entre elles. Alors, bien sûr, depuis l'emballage, comme on a dit, le préacheminement, les formalités, avec l'intermédiaire qu'on fait appel à lui pour chacune des étapes de ce transport. Jusqu'à ce qu'on arrive, bien sûr, à la dernière étape qui est le post-acheminement. Et on s'est dit, ah ben non, on ne peut pas faire nous-mêmes ces étapes-là pour question de QCD. C'est pas parce qu'on ne maîtrise pas, non. C'est parce que c'est plus intelligent de le sous-traiter, de le faire faire. Par qui? Par des spécialistes. Et on a parlé en ce moment-là de qui? Du fameux freight forwarder. C'est le commissionnaire au transport, le transporteur à l'international qui s'occupe de tout pour vous. Et on a bien expliqué l'activité de ce freight forwarder en expliquant un peu le flux général du processus de fonctionnement. Là, on va rentrer dans le processus opérationnel chez le freight forwarder pour cette séance. On a expliqué ce que c'est un freight forwarder et pourquoi c'est plus intelligent de sous-traiter à lui au lieu d'avoir 8 intermédiaires ou 9 intermédiaires pour faire les 9 étapes. Et on a expliqué également que ce freight forwarder là, il s'occupe de tout pour vous et c'est un FUMSAR, c'est un commissionnaire au transport. Il n'est pas obligé d'avoir en fait en interne avec les moyens pour réaliser ces étapes là. Il sous-traite lui aussi, mais il consolide pour vous et c'est ça, ça va leur ajouter. Donc, mais attention, nous, en tant que chargeur, vous vous rappelez du terme logistique, c'est-à-dire celui qui a une marchandise à exporter ou à importer, on n'a pas à se débarrasser. On doit sous-traiter, mais jamais se débarrasser. C'est pour ça qu'il est nécessaire de comprendre comment bien maîtriser ce flux de fonctionnement avec ce prestataire de service qui s'appelle le freight forwarder et qui est extrêmement important. On a parlé que ce freight forwarder fait appel à ses agents, c'est-à-dire des représentants partout dans le monde, en fonction de l'opération pour laquelle il va réaliser. Et ce freight forwarder-là, justement, en faisant appel à son agent, il peut optimiser encore plus les opérations, les maîtriser, qualité, coût et de même qu'on a dit que ce freight forwarder, il fait appel ou pas à son agent en fonction de l'Incoterm et en fonction de ce que vous avez justement commandé à ce freight forwarder en termes d'opération, import ou export. Parce que si j'importe avec un Incoterm dans lequel il reste à faire, pour moi, le client, c'est-à-dire l'acheteur, juste les dernières étapes. Par exemple, pour un date, il me reste les formalités douanières et le post-acheminement dans les anciennes Incoterm de version 2010. Donc, mon freight forwarder s'occupera que de ça. Pareil, si je suis en train d'exporter et j'exporte en DDP, ça veut dire que j'appellerai un freight forwarder et qui s'occupera de tout pour moi. Donc, ce schéma-là, justement, il vous permet d'identifier en fait les différents mécanismes, quels qu'ils soient, justement, l'Incoterm. C'est pour ça que vous voyez deux freight forwarders, un appelé par le fournisseur et l'autre appelé par le client. Appelé par le fournisseur ici, c'est le freight forwarder au pays de départ qui fait appel à son agent si on a besoin, si la commande du client ici nécessite de réaliser des opérations au pays d'arrivée. Alors si c'est le cas, c'est ce qui va se passer, on va justement faire appel à l'agent. Pareil. Le freight forwarder du client, on fera appel à lui si le client a besoin de réaliser des opérations dans son achat. Et donc, sur l'Incoterm avec lequel il a acheté. Et donc, du coup, lui aussi, il fera appel à son agent au pays de départ s'il y a des opérations qui sont à la charge du client selon cet Incoterm d'achat. Bien. Alors, la question qui est restée justement la semaine dernière, mais comment fonctionne un freight forwarder justement? Donc un freight forwarder, comment il fonctionne? Comment il réalise les opérations, un freight forwarder? Donc justement, il était nécessaire justement de
de structurer un peu le fonctionnement chez un freight forwarder d'une façon simpliste. Chaque freight forwarder s'organise de façon optimisée selon sa taille, sa dimension, sa spécialité, etc. Mais en globalité, en majorité, on peut constituer les opérations au niveau d'un freight forwarder en 3 processus principaux. Ces processus principaux, comme j'avais terminé pendant la séance dernière, je les avais mentionnés, le commercial, le back-office commercial, voilà, le commercial, et le back-office exploitation, c'est-à-dire c'est celui qui va réaliser les opérations justement de ce transport, de cet import-export. Bien, alors justement, on va découvrir ensemble ces 3 sous-processus ou ces 3 sous-processus qui sont réalisés chez le freight forwarder et on va les découvrir ensemble. Et en détail, un petit peu en détail, pas rentrer en détail, on va revoir et rentrer dans le schéma de réalisation de ces opérations. Alors d'abord, il y a le commercial. Suivi du back-office commercial, je vais les afficher. Le commercial. Alors le commercial, c'est celui qui doit mettre en place, en fait, c'est le processus qui est le garant à ramener du business à un freight forwarder. Un freight forwarder doit toujours avoir un portefeuille assez solide. Quand je dis portefeuille client, assez solide, mais également qu'il doit être toujours en perpétuelle progression. C'est-à-dire que quand je suis freight forwarder, je ne suis pas amené à perdre des clients. C'est un indicateur. Perdre des clients n'est pas un bon signe. Donc, il faut ramener d'autres clients parce qu'on gagne sur la masse, généralement. Pour un freight forwarder, on gagne sur l'économie d'échelle qu'on réalise, sur le nombre d'opérations, vu les charges fixes importantes au niveau du fonctionnement de ce freight forwarder. Donc, le commercial doit être un commercial tueur, c'est-à-dire très, très fort. Et qui doit être développé au fur et à mesure avec stratégie. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une vision stratégique, tactique et opérationnelle au niveau commercial, en fonction de la cible, en fonction du segment sur lequel s'est positionné ce freight forwarder, parce qu'on va voir après, est-ce que c'est du maritime, beaucoup plus, c'est de l'aérien, c'est du routier, c'est les 3, est-ce que dans chacun des 3, est-ce qu'on fait tous les types d'opérations, est-ce que c'est le complet, c'est-à-dire le FCL, Full Container Load, ou encore du LCL, c'est le groupage. Quel type de maritime? Est-ce que c'est du vrac, c'est du conteneurisé, c'est du conventionnel ou encore c'est du roulier? Donc il y a énormément de positionnements sur lequel la stratégie d'un freight forwarder doit se remettre en cause généralement chaque année. Alors le plan tactico-commercial doit être mis en place et suivi tout le long de l'année avec des réunions mensuelles et des réunions hebdomadaires et bien sûr le weekly et bien sûr le daily avec les équipes. Là, je ne parle pas autant que chargeur qui veut importer ou exporter de la marchandise. Je me suis positionnée là-dessus en tant que freight forwarder pour être un prestataire de services fort et qui ramène des clients, ramène du business et ne laisse pas un client quitter son panel client ou son portefeuille. Comment un client ne va pas quitter le panel d'un freight forwarder? Tout simplement, qualité, coût et délai, c'est-à-dire les opérations sont réalisées au plus bas coût, c'est-à-dire avec une offre défiant toute concurrence maîtrisée, et on va voir, on ne travaille pas pour la gloire, il faudrait que ce freight forwarder gagne. Donc justement, comment on peut gagner tout en étant compétitif par rapport au marché? Également, c'est les délais, c'est-à-dire avoir des opérations qui sont réalisées sans qu'il y ait des dysfonctionnements. Et ça, c'est par anticipation. Les équipes, on va le voir tout à l'heure, que les équipes d'exploitation doivent être des équipes qui sont extrêmement bien organisées et structurées dans leur fonctionnement, avec des procédures strictes et des indicateurs et tableaux de bord, d'où
c'est pour ça que je parle d'indicateurs ou de réunions de suivi et de fonctionnement, que ce soit au niveau commercial, au niveau back-office commercial qu'on va voir tout de suite, ou encore au niveau exploitation. Le commercial également est amené à vendre, c'est-à-dire vendre les prestations logistiques, et donc il est amené à réaliser des négociations, à réaliser, en fait, c'est le front office avec le client. Et donc, il est le garant de la fiabilisation des relations clients avec son entreprise. Un prévisionnel est important à mettre en place. C'est un peu difficile dans cette activité-là, mais c'est pas impossible. Il faudrait juste, en fait, bien se positionner, segmenter et surtout cibler la clientèle sur laquelle il est beaucoup plus fort. Une fois que le commercial a déniché ou a décroché des demandes de cotation ou des clients qui ont été intéressés par ces prestations suite à une réunion au sein de leur entreprise, donc forcément ils vont les consulter, ils vont le coter. Et c'est là où le commercial, le processus commercial, je ne parle pas de personne, je parle du processus, parce qu'il se peut que chez un freight forwarder, la même personne, la même ressource peut réaliser les trois processus qu'on est en train d'expliquer. Comme on peut avoir chez un freight forwarder une armée dans chacune des processus. Ça dépend de la taille dans chaque processus. Ça dépendrait de la taille de ce prestataire de service. Donc, le processus commercial, quand on a pu décrocher un client en termes de consultation, donc on reçoit des demandes de cotation, c'est le processus commercial qui a terminé. Mais le travail n'est pas fini. Ce n'est pas parce qu'on a intéressé un client pour qu'il commence à nous consulter pour ses opérations d'importation ou d'exportation que c'est gagné. Eh ben non, pas encore. Qui prend la main? Le processus back-office commercial. Le processus back-office commercial, c'est un processus extrêmement important. Ce processus-là, c'est celui sur lequel se base l'entreprise pour réaliser les meilleures cotations, pour pouvoir offrir une offre qualité, coût et délai au client pour qu'il puisse confirmer. Parce que vous savez qu'un client, un chargeur, quand il envoie des consultations, des demandes de cotation, ce n'est pas forcément à un seul freight forwarder qu'il consulte, non. Il va consulter les freight forwarders qui l'ont intéressé dans son panel, suite au processus de prospection lors de la réalisation de son achat de cette prestation-là. Donc, lors de ce processus achat, il a effectué la prospection, il a été intéressé par les prestations de ce commercial qui s'est présenté chez lui, et donc il va commencer à le consulter. Donc, le back-office commercial, le processus back-office commercial ne doit pas rater ses cotations, sinon il va réaliser toutes les opérations de cotation, et malheureusement, il ne gagnera pas l'opération s'il n'est pas qualité, coût et délai. Donc, il doit bien maîtriser les processus. Il doit être très fort en termes de maîtrise de l'ingénierie de transport international, les flux à l'international, les flux internationaux. Et pourquoi? Parce le client n'attend pas qu'un prix. Malheureusement, en tant que chargeur, on a l'habitude d'avoir des opérations et donc de consulter pour le prix. C'est-à-dire, on dit opération importation Shanghai Casablanca. Mais il n'y a pas que il y a d'abord, premièrement, le flux, qualité de l'opération. On ne parle pas de la qualité du freight forwarder, c'est fait ça. Allez, c'est terminé. On a déjà cherché, prospecté et vérifié les capacités, les compétences de ce freight forwarder dans notre processus achat. Là, je parle en tant que chargeur. Mais là, je dois chercher la qualité en termes d'opération, le flux qui a été proposé. C'est un flux avec quelle compagnie, avec quel transbordement, si c'est le cas, selon quelles conditions d'opération, dans quel mode de transport a été choisi, etc. Donc le flux, je n'ai pas parlé encore prix. Ensuite, j'arriverai en termes de délai. Le délai de réalisation et tout ce qui a été ensuite négocié en termes de quoi? De
tarise, dans le cas du maritime, de franchise en général, quel que soit le mode de transport, c'est-à-dire tout ce qui est facilité, qui a été proposé par qu'ils ont été proposés par ce freight forward. Donc, le back-office commercial, il a la lourde tâche de maintenir ce client dans le panel et faire gagner des opérations. Parce que le commercial n'a pas gagné l'opération, il a gagné la confiance d'un client qui va le consulter. Alors que le back-office commercial, il a l'obligation de gagner l'opération d'un client qui l'a consulté par une offre compétitive. Qualité, coût et délai, en termes de flux, j'ai dit, en termes de délai, mais également en termes de coût de l'offre, c'est-à-dire le prix, le prix proposé par ce prestataire qui est le freight forwarder. Bien, après on va voir d'autres choses que fait le back-office commercial, notamment c'est le scheduling qu'ils n'aiment pas faire. Et pourquoi ils n'aiment pas faire? Parce qu'en fait, il y en a certains clients qui ne les intéressent pas par non-connaissance ou non-maîtrise des flux, des opérations. Mais quand on tombe sur des clients qui sont exigeants, qui exigent un scheduling, un reporting, etc., parce que leur procédure le nécessite. Et on va voir pourquoi. C'est pareil, il faut l'exiger pour l'exiger, parce qu'on en a besoin autant que chargeur, pour également mieux piloter notre processus avec ce prestataire de service. Donc là, le freight forwarder, il est capable de le faire pour les clients exigeants. Alors, messieurs, mesdames et mesdemoiselles, les responsables logistiques transport dans les entreprises, en tant que chargeur, il y a du boulot. Donc, il y a à faire. Et également, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, les responsables des opérations au sein des freight forwarders, vous avez intérêt à vous différencier avec des procédures anticipées pour les proposer à vos clients que les autres freight forwarders n'ont pas l'habitude de proposer à leurs clients. C'est ça en fait, et c'est ça ce qui peut vous démarquer. Vous faites tous les mêmes opérations, vous arrivez tous à négocier correctement grâce à vos agents, à vos contrats cadres avec les compagnies maritimes, aériennes et j'en passe. Mais qu'est-ce qui vous différencie? Différencierez, c'est votre qualité de service, c'est votre relation de partenariat avec votre client. Votre client maîtrise les opérations. Il ne se débarrasse pas. Il sous-traite chez vous. Et vous devez en fait avoir le conseil derrière, c'est-à-dire le reporting, mais également le conseil derrière pour optimiser encore plus ses opérations et lui réduire encore plus ses charges et ses coûts. Ses charges et ses coûts. Bien, alors, back-office commercial, ok? On a travaillé avec le back-office commercial. Le back-office commercial, il a proposé son offre au client. On va voir tout à l'heure comment ça se passait, tout ça. Je vous ai fait un beau schéma que j'ai l'habitude de faire sur un tableau, comme d'habitude pour mes étudiants et pour les entreprises, en tableau avec des feutres. Et bien, pour la première fois, je le fais sur des slides. Et pourquoi je le fais tout le temps sur le tableau? Pour qu'on puisse le maîtriser et on puisse le retenir et le reproduire. Donc, faute de vous le faire sur le tableau, ça ne va pas être opérationnel en ligne. Donc, je l'ai schématisé sur un slide et je vais vous le commenter juste après. Une fois que l'offre a été faite, oups, on attend. Est-ce que c'est nous qui allons gagner l'opération? C'est le concurrent, notre freight forwarder. Eh bien, vous avez intérêt. Parce que si ce n'est pas le cas, il n'y aura pas de boulot pour ce freight forwarder-là et donc pas de boulot pour le back-office exploitation de cette entreprise. Le back-office exploitation de cette entreprise, il n'y aura pas d'opération puisqu'il n'y a rien à été confirmé. On passe toute la journée à prospecter des clients, on passe toute la journée à faire des cotations. Mais là, ils te disent, je comprends pas, allez qui fâche quand ils ont les cotations, les demandes de cotation des clients, quand c'est les offres, voilà qu'il toi mais qui retane ma femme, ma femme tout simplement parce que ma femme compétitif. Tu n'es pas compétitif.
qualité, coût et délai. Ton offre, elle doit permettre au client de lui faire gagner en qualité d'opération. Mais quand je fais al-mashakil, on va rentrer dans ce détail. En termes de délai, intéressante pour lui en termes de délai, mais également en coût. Parce qu'il se peut que votre confrère lui a fait une offre égale en termes de flux, en termes de délai. Alors, qu'est-ce qu'il va prendre? Le moins 10 ans. Il était capable de réduire le coût parce qu'il a mieux négocié avec les différents intermédiaires. Alors que toi, freight forwarder, confrère, tu n'as pas pu faire. Et donc, ce cas-là, ta marge était... ou plutôt, tu as perdu l'opération. Même, et on ne touche pas à sa marge. On touche à quoi? On touche à ses charges. Donc, il faut bien négocier avec les différents intermédiaires quand on est freight forwarder. Et pour bien négocier avec les différents intermédiaires, il faut avoir ces 3 processus forts, extrêmement forts, pour qu'ils ne génèrent pas de dysfonctionnements qui font baisser, augmenter les charges et baisser la marge bénéficiaire. Et encore, il faut avoir d'excellents back-office exploitation qui réalisent les opérations d'une façon QCD. Donc BOC pour permettre de faire des offres compétitives et le BOE pour permettre d'avoir une opération sans dysfonctionnement pour le client. Parce que le client, et on ne fait pas que les opérations, on n'est pas que des 2 PL pour lui, on doit être des 3 PL, on va voir ça après. C'est-à-dire que je suis amenée à donner au client le conseil nécessaire. Je dois lui donner le conseil nécessaire pour optimiser encore plus ses flux, lui schématiser de nouveaux flux à l'international qui lui permettent de répondre à ses besoins d'importation ou d'exportation en fonction du cas de chaque client. Je parle des clients qui ont une fréquence d'opération à l'import comme à l'export. Alors, ce back-office exploitation, c'est celui qui commence l'opération, qui la réalise et qui doit suivre et reporter en fait les informations concernant cette opération au fur et à mesure au client jusqu'à ce qu'il termine avec quoi? Facturation et recouvrement. Ça veut dire libra, factura et recouvrement le dossier. Et c'est là où le processus termine. Donc, si je veux voir le input-output de chacun de ces 3 processus. Alors, le commercial, le input, donc c'est-à-dire données d'entrée, prospection client, décrocher des clients. Commercial, son output c'est quand? C'est lorsque les clients sont intéressés et commencent à envoyer des demandes de cotation, c'est-à-dire des consultations. Stop, output. Le back-office commercial, son processus démarre à partir du moment que les clients commencent à envoyer des demandes de cotation grâce aux commerciaux ou encore des cotations spontanées. Ça, c'est la donnée d'entrée. Donnée de sortie de ce processus, yes, on va le voir le terme. Ça s'appelle go ahead. Mes étudiants de parlement connaissent ce terme. Et c'est un terme. Pourquoi on parle de go ahead? C'est-à-dire qu'on a l'accord du client et la confirmation que c'est nous qui allons réaliser cette opération. Elle a intéressé le client, qualité, coût et délai. Back-office exploitation maintenant. Le back-office exploitation, ça démarre alors quand on a eu ce go ahead, cette confirmation client. Et quand est-ce qu'il termine? La plupart, ils me disent que le back-office exploitation, ça termine lorsque on reçoit... on livre la marchandise au client si c'est un import ou on livre la marchandise au client de notre client si c'est un export. Ah ben non, non. C'est pas parce qu'on a livré, ça y est, je ferme le fichier autant que BOE. Eh ben non, ça termine avec quoi? Facturation. Certains me disent, non, pas que la facturation. Parce que ça peut être facturé et non pas payé. Alors là, je parle pas autant que chargeur, je parle autant que freight forwarder. Donc, quand je suis BOE, le processus, il ne termine pas à la livraison, ne termine pas au moment où on a terminé les opérations qui ont été commandées, ne termine pas au moment de la facturation, parce qu'il y en a certains qui, leur BOE, facture, ça fixe, dossier, wizard. Non, surtout pas.
ça termine au moment du recouvrement. Une fois que le dossier il a été recouvert, c'est-à-dire qu'on a eu notre paiement sur cette opération, c'est là où le dossier peut être classé. Tant que le dossier n'est pas payé, malheureusement, c'est un gros problème au niveau du freight forwarding. Les impayés, lorsque les clients sont en compte, ils ne sont pas en fait, c'est pas des clients qui doivent payer en comptant, c'est-à-dire à la livraison. Alors, dans ce cas-là, le BOE doit avoir un suivi rigoureux de son recouvrement. Quand je dis le BOE, ce n'est pas la personne, je répète encore, je parle du processus. Bien sûr, on aura des agents de recouvrement qui s'occupent de ça, etc. Mais ça, c'est des postes. Moi, je parle processus. Bien, alors, vous souhaitez voir un peu comment ça se passe un petit peu en détail, ces 3 sous-processus dans l'entreprise. Donc, que vous soyez des freight forwarders, que vous soyez des clients à ces freight forwarders, c'est-à-dire des chargeurs qui veulent importer ou exporter, positionnez-vous selon votre côté pour bien apprécier ce schéma et ce flux, processus de fonctionnement détaillé du freight forwarder. Alors, je l'ai mis en suspense et j'ai laissé des mots-clés suspense pour ceux qui connaissent. Vous voyez ici sur iStaris, cut-off time, closing date, on va voir tout ça. Mais step by step. Alors, je commence. Je suis un client, j'ai pris un exemple. Je suis un client, je veux faire une opération d'importation. Peu importe. Importation Chine-Maroc, par exemple. Et j'ai acheté en ex-works. Ex-works, ça veut dire départ usine, c'est-à-dire que je dois moi-même, client, importateur, m'occuper de tout depuis mon fournisseur jusqu'à chez moi. Le fournisseur, jusqu'à chez lui, c'est le client qui doit s'occuper de tout. Sauf une seule des étapes, des 9 étapes, quand on a vu tout à l'heure, c'est l'emballage qui est toujours à la charge du fournisseur. Bien, j'ai essayé de prendre un exemple qui va coiffer le total. Après, en fonction des quotas, bien sûr, une partie sera à la charge du fournisseur, une partie serait à la charge du client. Mais sur cet exemple-là d'importation que j'ai pris, un exemple, c'est au client de tout faire. Donc, le fournisseur, il n'aura qu'à emballer et stop et mettre la marchandise à disposition de ce client dans son entreprise, c'est-à-dire départ usine. Alors, dans ce cas-là, c'est qui va faire appel à un freight forwarder? C'est le client. Exact. Alors, c'est le client. Si le client fait appel à un freight forwarder, il doit faire appel à un freight forwarder qui maîtrise les flux. Pourquoi? Parce que l'opération qu'il doit réaliser n'est pas qu'une opération sur des opérations locaux dans son pays d'arrivée. Il doit réaliser des opérations depuis le pays de départ, c'est-à-dire depuis le pays du fournisseur. Rappelons-nous qu'est-ce qu'il doit faire, puisque c'est un ex-work. Il doit importer, donc il doit réaliser tout. Allez, l'emballage, c'est à la charge du fournisseur. Allez, pré-acheminement, formalité douanière à l'export, chargement du transport principal et assurance du transport principal. Quoi encore? Déchargement du transport principal au pays d'arrivée, formalité douanière à l'import, plus les droits de douane et taxes, et enfin le poste acheminement. Donc, toutes ces étapes-là, bien sûr, on va faire appel à un freight forwarder pour s'occuper de tout pour nous. Et on attendra ses offres. Donc, on va consulter plusieurs freight forwarders. Donc, c'est ce que j'ai fait dans mon schéma. Donc, le client envoie une demande de cotation à un freight forwarder. Mais il envoie à qui? Au BOC. C'est le processus BOC, c'est-à-dire que la personne qui va s'occuper de ça, c'est celle qui pilotera le BOC, le back-office commercial. Elle s'occupera, comme on a dit, d'étudier la demande du client, qu'est-ce qu'il veut exactement ce client, et bien sûr reviendra avec une offre. Regardez ici, sur mon schéma, reviendra avec une offre. Bien, donc une demande de cotation. Quand je parle de demande de cotation, qu'est-ce qu'elle contient une demande de cotation? Une demande de cotation, la plupart disent « Ah ben non, c'est un devis, une demande d'un devis. » Ah ben non,
Dans le transport, ça doit être beaucoup plus détaillé que ça. Et je vais faire une petite confidence à messieurs et mesdemoiselles et mesdames, les responsables logistiques, les chargeurs, qui font appel à des freight forwarders. Quand vous faites appel à un freight forwarder et vous écrivez dans votre email, demande de cotation, vous dites j'ai l'honneur de vous transmettre une demande de cotation pour une opération de transport international depuis mon fournisseur qui se trouve en Chine et à l'adresse suivante, etc. Il s'agit d'une marchandise, nanani, nanana, et je souhaiterais importer sous l'Incoterm Exwork et je souhaiterais avoir un meilleur tarif dans les délais intéressants. Mais vous faites un texte là. Mais qu'est-ce que vous faites là? Donc, premièrement, ça commence à devenir rare. Depuis une dizaine d'années, on ne retrouve plus ce genre d'email. Donc maintenant, il y a des logisticiens qui ont fait des études, qui ont étudié le transport international, qui ont un niveau d'études qui ont de l'expérience et qui ont un niveau d'études qui commencent à éviter, mais je le retrouve toujours chez certains clients. Ça, à éviter complètement. Donc, une demande de cotation, bref, synthétique, et écoutez-moi bien, qui contient le maximum, s'il vous plaît, le maximum de jargon, de mots, clés transport, de jargon. Parlez le même jargon transport que votre freight forwarder. Vous ne pouvez pas, en fait, écrire un email comme Monsieur Tout-le-Monde. Ben non. Un médecin ne parle pas comme Monsieur Tout-le-Monde. Quand un médecin commence à parler, on entend le jargon de médecin. Et on se dit, waouh, c'est un médecin. Eh ben oui, waouh, on est des logisticiens. On parle jargon logistique, transport. Et c'est pareil dans tous les autres domaines de la logistique. Donc, on a intérêt, justement, à bien rédiger notre demande de cotation. Bon, vous allez me dire, ah ben non, ça c'est révolu. Oui, ok. Mais ça existe encore. Mais ce qui est aussi majoritaire, c'est que je retrouve des demandes de cotation disant « Merci de nous transmettre votre meilleure offre de prix pour une opération d'importation depuis Shanghai à rendu Casablanca en Exwork. » Stop. Et moi, je n'aurais été petit de l'autre donc, Khadija Oubkbesh. Pour 2 conteneurs Shanghai-Casablanca, le tarif, il est de 2000 € par conteneur, 1800, 1700, 700, peu importe. Donc, Khadija, et voilà. Finissons le flux. Finissons le détail de l'opération. Comment vous allez apprécier l'opération pour pouvoir la comparer avec les autres offres des autres freight forwarders. Je ne parle pas de prix là. Prenez le prix à côté. Je vérifie le flux. Je vérifie la dangerosité du flux. Est-ce que c'est un flux qui peut nuire à notre fonctionnement en interne? Est-ce qu'il passe par des ports connus pour encombrement portuaire? Est-ce qu'il y a beaucoup de transbordements? Est-ce qu'il y a des transbordements avec changement ou pas d'appareil? Est-ce que les ports, comme j'ai dit, ou les aéroports par lesquels ils me proposent de passer sont fréquentables? Parce qu'il se peut qu'on y va directement sur le moins-disant sans analyser ces opérations-là et je crée un gros problème. Arrêt de chaîne de production qui est dû à une rupture de stock, qui est dû à la non-livraison de la marchandise et qui n'est pas dû au fournisseur parce que vous êtes en Exwork. Il est dû à votre processus de transport qui n'était pas bien optimisé. Il cherche qu'à réduire les coûts sans pour autant vérifier la véracité et l'expertise ou la performance du flux qui a été proposé par votre freight forward. Donc, on ne voit pas directement les prix proposés. D'abord, c'est le flux. Alors, pour pouvoir justement demander à votre freight forwarder de vous donner un flux intéressant, il faut le mentionner. Et bien, comment on peut le mentionner avec la terminologie nécessaire ou encore le jargon nécessaire? Merci de nous transmettre votre meilleure offre de transport. Qui dit offre de transport, ça veut dire le flux, les délais, les tarifs. Elle contient tout. Et là, je définis depuis X jusqu'à Y, sous Incoterm Z, pour une marchandise dont les spécificités sont
défini en pièces jointes. وعلاش شنو كاين في البيèces jointes كاين la liste de colisage pas qu'une liste بالديتاي. سي كوا اون ليست دو كوليجات؟ ان دوكيومون ندخل فيه الديتاي ديال السلعه اللي غادي باغيين امبورتي ونكسبورتي بالديتاي ديزينياسيون لا ريفيرونس لا كونتيتي le poids total le poids réel le poids taxable les dimensions longueur largeur hauteur le volume pour oui également on en a besoin et toute spécificité nécessaire pour cette marchandise, tout le détail. Et en pièces jointes, oh mais chef, l'email, tout est mis dans l'email. On n'a pas le temps. Un logisticien qui a le temps d'écrire tout ça dans un email, ça veut dire que ce n'est pas un bon logisticien parce qu'il a le temps de se gratter la tête. D'office, un logisticien n'a pas le temps de se gratter la tête. Yak? Ah voilà. Donc, des emails, comme j'ai dit, bref, synthétiques et très très pertinents. Donc, liste de colisage. Merci de me transmettre votre offre sous. Allez, 1 heure. Bon, ça va. Non, pas 1 heure. Allez, dans la matinée, sous 24 heures, 48 heures. Mais oui, par contre, ça dépend en fait des opérations. Parce qu'il y a des opérations qui nécessitent bien sûr que le freight forwarder consulte son agent. Il y a le décalage horaire. Et donc, il y a nécessité du temps. Sur d'autres opérations, il n'y a pas lieu. L'offre, elle doit être communiquée dans les temps. Et donc, ce freight forwarder, sa célérité, elle est intéressante et importante. Donc, il doit être proactif dans son fonctionnement. Donc, tu as beau être très, très fort à aller négocier les meilleures prestations pour que ton offre soit forte en tant que freight forwarder, c'est trop tard. Il a déjà validé le client pour un autre freight forwarder. Donc, il faut être fort en termes d'études, de négociation et d'études du flux, en termes de délai de réponse au client selon ses exigences et bien sûr en termes de coût, c'est-à-dire le prix proposé et par rapport à vos charges et donc la marge bénéficiaire qui doit être confortable pour ce freight forwarder ou qui peut justement lui permettre de rester au minimum compétitif. Donc la demande de cotation, elle est importante. Bien, allez, une fois qu'on a envoyé la demande de cotation au BOC, première chose qu'il va faire le BOC, allez, qu'est-ce qu'il va faire le BOC? Ben oui, il va contacter d'abord son agent, le BOC agent au pays de départ, puisque c'est une opération d'importation. On voit quand même le pays d'arrivée, il est au pays d'arrivée et il faut ramener la marchandise du pays de départ, donc l'agent qui est au pays de départ. Alors, puisque l'agent est au pays de départ, donc on va le contacter pour qu'il puisse lui aussi consulter toutes les prestataires pour les opérations au pays de départ, à savoir le préacheminement qui doit être réalisé, les formalités douanières à l'export, le chargement du transport principal et surtout le transport principal qui est très important. Et bien sûr, le freight forwarder lui-même ici au pays d'arrivée, les consulter maintenant, il va faire quoi lui? Il va s'occuper de toutes les opérations locales, c'est-à-dire l'assurance du transport principal. Ici au Maroc, l'assurance doit être prise en local. Formalité douanière à l'import, ma transitaire, je vois un transitaire là, le déchargement de ce transport international une fois la marchandise va arriver et le post-acheminement. Donc, quand je vais contacter le BOC, autant que moi aussi BOC chez le freight forwarder ici au pays d'arrivée, en contacter l'agent d'IALI BOC au pays de départ, en disant, il y a un client, tu as une demande de cotation. En disant, il y a un client, voilà, et voilà ce qu'il veut. Je compte sur toi. Allez, tire-moi les meilleurs tarifs, les prestations, tarifs et prestations au pays de départ pour qu'on puisse gagner cette opération avec ce client. C'est un gros poisson à dos, des flux mensuels importants, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Donc il faut être compétitif. Malheureusement, quand certains freight forwarders, les BOC disent, je vais dire, qu'est-ce que l'agent même se voit mais il n'a pas de poids. Donc ce cas qui trouve l'internet, qui prête les tarifs, les compagnies, etc., qui donne une cotation et il l'envoie à le BOC, l'autre qui s'est le client qui voit que ce n'est pas compétitif, on n'a pas gagné l'opération. Sur une semaine, quand je fais BNA, pas d'opération chez ce freight forwarder. كتجينا 100 cotations في النهار كنديرو 90 réponses
on arrive à répondre à 90% à toutes les demandes de cotation et sur les 90% répandus, on n'en reçoit que 10% de validation ou de confirmation. Et donc ça, c'est pas viable pour un freight forwarder. Ce freight forwarder, il a intérêt à revoir ses procédures pour monter en puissance. Par rapport, c'est là où on perd nos clients. Donc là, le BOC, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler son agent. L'agent, il va tirer le QCD avec les différents prestataires. Et ça, c'est bien avec quoi? Avec des BOC tueurs. Quand on a des BOC tueurs au niveau des freight forwarders, c'est la poule aux œufs d'or. Pourquoi je parle de BOC autant que poule aux œufs d'or? Parce que cette poule-là, quand elle n'est pas là, on n'a pas les confirmations. Ni Katkoun qui connaît les confirmations. Qu'est-ce qu'il a de si spécial ce BOC? Alors, le BOC dynamique qui connaît les confirmations des clients. Mais qui connaît congé ou l'amchawana qui t'a les confirmations. Pourquoi? Cette poule aux œufs d'or, qu'est-ce qu'elle a? Elle a de l'or dans les mains. Et on doit avoir des BOC, ce sont des BOC qui sont capables de tirer et d'acheter les prestations de chez l'agent et des différents autres intermédiaires d'une façon forte. Parce que si on achète bien, on vend mieux. Le processus achat, avant les premières séances, et ben voilà, on va acheter aussi ici. On va acheter, on va vendre. On doit acheter les prestations de transport pour pouvoir les vendre. Donc, on a intérêt à bien négocier. Et si je n'ai pas un bon relationnel avec mes agents de par le monde pour les pousser à bien négocier pour moi, je ne pourrai pas être compétitif. Donc, pourquoi je parle de poule aux œufs d'or? Et comment ça se passe en fait l'offre qui est réalisée au client justement, au client le client qui a envoyé cette demande de cotation. Donc j'envoie, j'ai dit ma demande de cotation moi aussi en tant que freight forwarder à mon agent. Mon agent, il fait ses demandes de cotation aux différents intermédiaires au pays de départ et il revient vers moi avec une offre. Il ne marche pas. La marge, donc la marge, elle est décidée entre le BOC, entre les deux BOC de l'agent et celui du freight forwarder. La même chose, le BOC ici, il consulte les différents prestataires pour réaliser les autres opérations et il constitue une offre. Et par contre, cette offre-là, la deuxième, elle est margée. Mais c'est qui décide de la marge? Le BOC du pays de départ ou le BOC du pays d'arrivée? Eh ben, c'est le POC ici, dans notre cas ici, celui du pays d'arrivée, parce que c'est lui qui gère le business. Je suis le business. Oui. Donc, généralement, il décide les deux sur la marge à appliquer sur la partie du pays de départ. Mais sur la partie du pays d'arrivée, qui décide la partie de l'eau, parce que c'est lui qui a ramené le business. Et la marge qui a été décidée sur tout ce qui a été réalisé par l'agent au pays de départ, généralement, c'est du 50-50, c'est ce qu'on appelle du co-share, du profit share, co-share, c'est-à-dire partage de profit. Et bien sûr, le freight forwarder du pays d'arrivée, l'opération, il ajoute en fait le coût et sa marge bénéficiaire sur les opérations qu'il va tout réaliser et lui, il va faire une offre margée au client. Attention, cette offre, elle doit être compétitive. Donc, c'est pour ça que le freight forwarder agent ne doit pas marger. Il y aura une surmarge encore, ne doit pas marger sur son freight forwarder qui va marger sur le client, encore sur le client. Donc, l'offre ne serait pas compétitive. Donc, ils ont intérêt à tirer sans pour autant toucher à leur marge. Donc, la meilleure façon de faire, c'est de travailler sur les charges. Bien, le client reçoit l'offre margé de plusieurs freight forwarders, comme le schéma que j'ai fait ici, avec plusieurs freight forwarders, et 3 décisions sont définies par le client. Je nomme les décisions là, soit c'est confirmé, regardez, c'est qui confirme, il est très bien, c'est décidé, c'est bon, allez-y. Soit c'est refusé, non, votre offre n'a pas été retenue, ou encore c'est à négocier, c'est-à-dire qu'il y a encore des échanges entre le freight forwarder et le client et le freight forwarder sur des opérations X et Y qu'ils souhaitent en fait
revoir leurs tarifs ou leur flux ou le délai, etc. Ou négocier des franchises, ainsi de suite. Donc les négociations. Une fois que les négociations sont encore terminées, bien sûr, il y aurait une confirmation. C'est lui qui était qualité, coût et délai. Et donc la réponse du client, mais si j'ai l'honneur de vous confirmer que votre offre a été retenue pour l'opération. Ben non, qu'est-ce qu'on a dit? On n'a pas le temps de se gratter la tête. Je fais répondre à tous les échanges que j'ai eu avec mon freight forwarder et je vois un seul mot en anglais. C'est le terme utilisé dans le domaine du transport, entre les freight forwarders entre eux, et un seul qui dit ala barakatillah, c'est-à-dire allons-y, vas-y, et c'est quoi? C'est go ahead. N'est-ce pas? Alors, le mot go ahead, c'est-à-dire que c'est confirmé, c'est le bon de commande que j'envoie à mon freight forwarder pour commencer à réaliser les opérations. Alors, go ahead pour ces opérations, ça y est, on a terminé? Non, c'est à peine là où le BOC, le processus BOC est terminé. Donc, c'est qui prend la main maintenant? Hein? C'est qui prend la main? C'est le BOE, le back-office exploitation, puisqu'on va lui transmettre un dossier confirmé pour la rate de l'opération. Celui-là, il a intérêt de ne pas rater ni foirer l'opération. Sinon, c'est foutu, on aurait perdu le client. Donc, comment travaille un BOE? Et qu'est-ce qu'il doit faire et réaliser? Et quelles sont les étapes qu'il doit suivre? Et quels sont les éléments qu'il faut faire attention importante de chaque part, c'est-à-dire de la part du client et de la part du freight forwarder? Eh bien, si vous voulez savoir justement, alors je fais la transition, si vous voulez savoir justement ces informations, je les réitère, j'ai dit, le BOE, comment il travaille ce BOE, comment il réalise ses opérations de transport, import-export, sans qu'il y ait dysfonctionnement, et comment il peut optimiser ces opérations-là pour le client, avec bien sûr le détail sur les flux réalisés et le reporting, et quels sont les petits aléas qu'on peut trouver de chaque part chez le freight forwarder et chez le chargeur. Et bien, si vous voulez en fait avoir toutes ces informations, ça serait avec plaisir pour la séance 19, Inch'Allah, la semaine prochaine, à la même heure, 17h, pas 16h. Aujourd'hui, c'était exceptionnel. 17h, Inch'Allah, le jeudi prochain sur Qrayat. Voilà. Donc, j'espère que c'était intéressant et bénéfique pour vous, cette séance. Et au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah, la semaine prochaine. Je vous retrouve juste après et tout de suite pour répondre à vos questions. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonjour Fatem Zahra, ça me fait plaisir de te retrouver. la plus belle des logisticiennes et la plus forte et la passionnée du transport et de logistique. Bonjour Monsieur Ilyes, bonjour Monsieur Mustafa, bonjour Monsieur Chami. Le live, il est déjà enregistré, Madame Cholfi. Alors, je réitère en fait ce qu'on dit toujours, c'est que toutes les vidéos en live sont ensuite disponibles juste après à revisualiser sur Facebook, mais également dans quelques heures sur YouTube. Donc, vous retrouverez toutes les séances, depuis la séance 1 jusqu'à cette séance-là, la séance 18, sur YouTube aussi. Voilà. Bonjour Madame Shaib, Madame Binani, bonjour. Bonjour Madame Hanan. Monsieur Tantawi Anas, ça me dit quelque chose ce nom, ça fait longtemps, c'est un de mes anciens étudiants. Bonjour Monsieur Alami. Bonjour Monsieur El Bouhali. Ou Madame Halim El Bouhali, bonjour. Bonjour Monsieur Omar. Merci Monsieur Osama Loukili, merci. Monsieur Braille Junior, merci. Oui, ça me fait plaisir de te retrouver toujours mes étudiants très fidèles
Et ça me fait plaisir d'avoir de vos nouvelles et de vous voir épanoui dans vos postes et avoir des grands postes de responsabilité. Ça fait 10 ans quand même que j'ai commencé à enseigner. Je fête mes 10 ans cette année. Et un grand plaisir d'avoir de vos nouvelles à chaque fois et de vos messages. De vos messages. Et puis, pour certains d'entre vous, être aussi fournisseur. Pour certains d'entre vous, je suis leur fournisseur, je suis leur client. Donc, ça fait plaisir. Merci, monsieur Mehdi. J'ai pas de questions aujourd'hui. Je viens de découvrir la page. Avec plaisir, madame Ekram. Bonjour, madame Lamia, enchantée. Voilà, donc il n'y a pas de questions. Donc, je pense que tout était clair. N'hésitez pas à poser vos questions pour la suite, pour la séance prochaine, Inch'Allah, si nécessaire. Et au plaisir de vous retrouver sur Khayr Dar jeudi prochain. Au revoir.